nous sommes en direct avec Mathieu Bailly, président d'Octo-AM. Un gérant, trois questions. On va parler donc d'un fonds que vous gérez. Il s'agit du fonds Octo Crédit Conviction. Alors ce fonds, vous allez d'abord nous présenter, alors c'est un fonds obligataire. Oui. Quelle est la différence par rapport aux autres fonds que vous avez chez Octo-AM? Alors, en fait, ce qu'on a vu depuis, on va dire, une quinzaine d'années, c'est que le marché obligataire, qui au départ était juste quelques obligations d'État et éventuellement quelques corporates de très bonne qualité, le marché obligataire s'est fortement diversifié, avec beaucoup plus de sources de performance possibles entre les souverains, les corporates, les financières, les subordonnés, les seniors. Et par le fait, c'est aussi beaucoup complexifié. C'est-à-dire qu'il faut, il faut avoir un peu de tout dans un portefeuille, mais ça devient plus difficile de choisir. Et deuxièmement, au niveau géographique aussi, puisque les émergents, qui étaient une classe très à part il y a 15 ans, aujourd'hui, il y a beaucoup d'émergents qui se sont normalisés et sur lesquels un fonds obligataire, on va dire standard, peut investir. Mais du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut, pour un portefeuille obligataire efficace, il faut qu'on ait à peu près toutes les classes obligataires dedans. Aussi bien du souverain, du corporate, du high yield, de l'émergent. En revanche, il faut les faire à des moments différents. On a vu très récemment, au deuxième semestre 2014, il valait mieux avoir un fonds monétaire. Là, c'est plus le cas aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, il valait mieux avoir du souverain dans les 3 premières semaines de janvier. Aujourd'hui, il faut se remettre sur le high yield. Et du coup, pour un client, soit il choisit un fonds pendant 3 semaines et il change de fonds tous les mois en se disant tiens, aujourd'hui je vais faire un peu de high yield et demain je ferai un peu de souverain. Nous on s'est dit ça fait des coups de frottement, ça fait aussi... Donc là en fait c'est un fonds diversifié. Voilà, on a fait un fonds qui au sein de la classe obligataire uniquement peut tout faire, aussi bien du souverain, du corporate, du high yield, des financières, de l'émergent. Et en fonction donc du moment, on considère que le client en fait nous délègue la gestion obligataire en entier, et donc on peut avoir un fonds qui soit entièrement en trésorerie comme c'était, ou à grande partie trésorerie comme c'était en juin-juillet 2014. On avait vendu la moitié du portefeuille en se disant que le marché était plutôt n'offrait rien de particulier. Début d'année, on a créé une poche souverain assez conséquente sur le long pour pouvoir profiter de l'effet QE. On a également constitué une poche dollar, toujours dans cette perspective QE, en se disant que l'euro allait s'affaiblir. Et aujourd'hui, on a tendance à revendre un peu les souverains pour aller se positionner sur le high yield, qui, à notre sens, n'a pas encore profité repris ce qui pouvait regagner. Ouais. Voilà. Alors, on va parler maintenant de votre stratégie de gestion. Vous avez expliqué que vous alliez pouvoir justement changer d'allocation en fonction des marchés, du contexte. Comment est-ce que vous allez sélectionner également dans toutes ces obligations? Alors, nous, on part vraiment de l'analyse fondamentale des sociétés, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de trading ou de levier dans nos fonds ou de produits structurés. On ne fait vraiment que de l'analyse de société. C'est-à-dire, en gros, les entreprises ont besoin d'emprunter pour financer des projets. Nous, on réagit comme une banque en se disant est-ce qu'on leur prête ou est-ce qu'on leur prête pas. On ne va pas spéculer sur leur faillite. Et donc, c'est vraiment de l'analyse fondamentale comme le ferait un analyse crédit de banque. Aujourd'hui, les dossiers qu'on sélectionne, on part quand même de la macro. Donc, dans des pays comme la France ou l'Italie, qui n'ont pas forcément fait les réformes nécessaires pour pouvoir retrouver de la croissance, on va plutôt privilégier les non cycliques. Laboratoires pharmaceutiques, maisons de retraite, grande distribution, éventuellement de la restauration à bas coût comme Quick. Dans des pays comme l'Espagne qui ont fait plus d'efforts, on pourra aller sur du plus cyclique puisqu'on voit que la croissance en Espagne repart assez bien. Donc soit la partie construction qui avait été la partie un petit peu difficile il y a 2-3 ans en Espagne, qui a du coup des obligations très décotées. On pensera par exemple à Aldesa qui fait aujourd'hui du 8-9 de taux sur 5 ans. De rendement annuel par an. Voilà. Donc l'entreprise nous donne un rendement de 8-9% annuel. Ou bien Corte Inglés, qui est un petit peu un mix entre Monoprix et Galeries Lafayette, qui est vraiment la référence de la grande distribution en Espagne. Quelles sont vos principales convictions aujourd'hui, vos principales lignes? Vous en avez cité quelques noms. Quick, la dernière fois qu'on s'était vu, vous nous en aviez déjà parlé. Pour l'instant, ça va. C'est la pépite. En fait, c'est vrai que c'est une société qui avait eu des difficultés il y a 2-3 ans, notamment avec des problèmes entre guillemets sanitaires, puisqu'ils avaient eu une difficulté avec un décès. C'est une société qui est assez endettée puisqu'ils appartiennent à un fonds qui est détenu par la Caisse des dépôts.
En revanche, nous on considère que c'est assez non cyclique et ils auront toujours les cash flows nécessaires pour dégager dégager du cash. Alors donc vos principales, outre donc Voilà. Quick, Les, vos principales convictions. les grandes positions, c'est de conserver Crédit aujourd'hui Création. une poche souverain pour profiter de cet effet QE, donc principalement sur les pays périphériques sur lesquels il y a encore quelque chose à gagner. Le taux 10 ans allemand aujourd'hui, il est à 0,30. Donc autant dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire dessus. En revanche, sur le Portugal, l'Italie ou l'Espagne à long terme, vu que le QE achètera, la BCE achètera ces obligations-là, on peut estimer qu'avec 60 milliards par mois, ça pourrait jouer un petit peu. Deuxième partie, donc le high yield avec une petite poche sur le dollar, alors qu'on commence à réduire, parce que on a commencé à investir sur le dollar autour de 1,25 en début d'année. Tout a été très vite. Aujourd'hui, on est à 1,12. Clairement, on repassera pas, on fera pas le même écart qu'on a fait en un mois. C'est un peu pareil sur les actions d'ailleurs. On est à plus 10 depuis le début de l'année. On fera pas 120 à la fin de l'année. Donc, c'est dommage, mais bon. Donc, une poche sur le dollar. Sur le pétrole a beaucoup baissé. Ça, c'est toujours dans la poche à yield, ça. C'est toujours dans la poche à yield, ouais. Des obligations, finalement, donc fortement endettées, donc triple B par exemple, qui ont une exposition dollar, voire moins, qui ont une exposition dollar ou pétrole, c'est ça? Alors, qui peuvent être en dollars elles-mêmes. Et au niveau du pétrole, c'est vrai qu'il y a forcément beaucoup d'entreprises pétrolières, notamment aux États-Unis ou dans les pays nordiques, qui sont très petites, qui avaient profité en fait de la forte montée du pétrole pour se créer et se développer, mais qui ne survivront pas. Parce qu'avec un pétrole à 50... Non, alors justement. En revanche, donc, ces sociétés-là entraînent en fait tout le reste. C'est-à-dire que du coup, on met tout le monde un peu dans le même bain en disant, bah voilà, toutes les sociétés pétrolières qui sont un petit peu endettées vont souffrir. On prend par exemple CGG. CGG dans les obligations en dollars, elles ont été fortement décotées parce qu'aux États-Unis, toutes ces sociétés un peu comparables à CGG sont en situation extrêmement difficile. En revanche, en France, donc du coup, les obligations en dollars sont très décotées par rapport à celles en euros, pardon. Et du coup, quand on a une obligation en euros qui vaut 85 nominal, une en dollars vaut à peu près 75. Et donc nous, on s'est positionné sur celle en dollars en se disant qu'il y avait une décote très importante et que finalement, CGG, c'est détenu quand même en partie par le FSI. Ils sont leaders sur leur secteur et nous, on se dit que le prix du pétrole bas, in fine, en sortie de crise, favorisera les leaders. C'est-à-dire qu'il va y avoir les plus faibles qui vont sortir et les leaders qui vont en profiter pour renforcer leur position. Et CGG étant un leader, voilà. Ouais. Merci beaucoup Mathieu Bailly, donc président d'Octocrédit, donc pour ces précisions sur Octocrédit Conviction. On va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Direct Gestion.